ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons à nouveau parler de jeux de société. Enfin jeux de société, jeux de rôle, en fait l'expérience dont je vais vous parler se situe à mi-chemin entre les deux. Il s'agit de Time Stories. C'est un jeu sorti en 2015 et édité par Space Cowboys et il a très vite rencontré son public puisqu'il a été nominé à l'As-d'Or catégorie expert dès 2016. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans d'après la boîte, mais pour moi c'est même plus parce que vraiment c'est un jeu assez complexe. Et c'est un jeu qui a la particularité d'être non rejouable. En effet, le principe du jeu est de résoudre une énigme et lorsque l'on connaît la solution de l'énigme, c'est beaucoup plus facile. Alors vous avez toujours la possibilité de refaire une passe en speedrun sur l'histoire, chose que nous avons faite, mais c'est quand même pas pareil quoi. Dans ce jeu, vous incarnerez un agent de l'agence Time qui sera propulsé à travers le temps et l'espace pour pouvoir empêcher a priori une anomalie temporelle. Donc il faut savoir que le jeu de base dont je vais vous parler propose une seule histoire, mais il existe à l'heure actuelle 8 extensions du cycle blanc, donc c'est le premier cycle qu'ils ont fait, et une extension du cycle bleu, c'est le nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Il y a peu de liens entre les histoires, si bien que les extensions peuvent souvent être faites dans le désordre. Il y a cependant une ou deux exceptions, mais je vous conseille de les faire dans l'ordre. Cependant, s'il y en a une qui vous intéresse vraiment pas, vous n'êtes pas obligé de la faire. Il faut savoir que c'est un jeu relativement cher, puisque la boîte de base est chère, et chaque extension coûte cher. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on achète. Je vous conseille de commencer vraiment par la boîte de base si ça vous intéresse. Et après de voir pour notamment, je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui permettent de les louer et ça peut être une très bonne solution puisque du coup une partie dure à peu près 2h30, 3h, donc une boîte dure 2h30, 3h. Et donc si vous savez que vous allez jouer, vous pouvez tout à fait la louer en boutique pour 5 € en général, 5 à 10 € selon les boutiques. Comme c'est pas rejouable, vous avez pas forcément envie de les avoir. Nous on a fait le choix de les acheter parce que c'était pendant le confinement et que du coup on n'avait pas de possibilité de louer. Et puis on nous avait offert déjà la boîte de base et 2 extensions. Donc on avait envie de compléter notre collection et chose qu'on a faite. Et en plus on a vu très vite qu'on voudrait refaire une version en speedrun. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choix qui influent d'une aventure sur l'autre. Et du coup on aimerait bien changer pour voir les autres arcs scénaristiques plus globaux. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais on est vraiment curieux de voir ce qu'on pouvait faire. Contrairement à Villainous que je vous avais présenté la dernière fois, dans Time Stories, il est indispensable d'avoir la boîte de base parce que tout le matériel que vous allez utiliser dans chaque extension se trouve dans la boîte de base. Le principe de ce jeu, c'est d'avoir un matériel extrêmement neutre qui va pouvoir coller à toutes les situations. Et du coup vous avez vraiment le plateau, les jetons, enfin tout dans la boîte de base plus une histoire et les extensions sont juste des histoires en plus, donc c'est des paquets de cartes en plus. En revanche il y a des nouvelles mécaniques mais qui utilisent toujours le matériel physique qu'on avait dans la boîte de base. J'aime beaucoup cette idée de simplicité au profit du récit en fait. Tout s'efface, c'est assez abstrait en fait les items de jeu, mais ça laisse place à l'imagination et c'est un jeu que je trouve extrêmement immersif, extrêmement bien fait. Dans chaque histoire il y a toujours une mécanique ou un truc où on va se dire oh j'y avais pas pensé, je l'avais pas vu venir, et c'est vraiment très chouette de les découvrir à chaque fois. Faut savoir que déjà Space Cowboys c'est une boîte française et sur leur site il est possible de trouver un manuel sur comment créer sa propre extension. Donc ça peut être soit pour soi-même, pour jouer, pour offrir à quelqu'un ou pour leur soumettre. Faut savoir que leur soumettre, je pense pas qu'ils prennent grand monde. Par contre, à offrir à quelqu'un qui est fan, si vous êtes fan, ça peut être vraiment chouette. Et par contre, n'allez surtout pas voir ce livret, je vous mets le lien dans la description, mais n'allez surtout pas le voir si vous n'avez pas fait le jeu de base et la première extension qui est Marcy Case. Parce qu'il décrypte un petit peu comment c'est construit et du coup si vous les avez pas fait, c'est complètement spoilant. Je vous propose d'abord de découvrir le matériel, donc je vais vous l'apporter, vous montrer un peu le plateau, tout ça. Et puis en seconde partie, je vous proposerai de découvrir le premier lieu de la première histoire avec nous. Donc nous on va refaire tout en speedrun et on va vous proposer le premier lieu. Alors d'abord la mise en place du jeu qui n'est pas spoilante. Et après par contre il y aura un moment qui est très légèrement spoilant, donc je vous mettrai les timecodes pour pouvoir les sauter si jamais vous n'avez pas envie d'être spoil du tout. Allez, c'est parti pour le matériel. Dans la boîte, nous avons tout d'abord un immense plateau de jeu
Chaque joueur va disposer d'un jeton comme celui-ci, donc avec une couleur qui lui associe. On a rose, bleu, vert ou jaune. Il va pouvoir le placer sur le plateau pour dire où est-ce qu'il se situe. Ensuite, on a toutes sortes de petits jetons. Ils permettent de représenter différentes ressources. Ça peut être de la magie, ça peut être des plantes, ça peut être de la cocaïne, ça peut être, pour les jaunes, souvent c'est de l'or, mais pas forcément. Ça peut aussi être juste des compteurs pour compter le nombre d'actions qui ont eu lieu d'une certaine sorte. Par exemple, il y a un cas où il faut compter les actions bruyantes, donc on met un jeton pour compter. Les marrons, c'est souvent des munitions, mais pas toujours. L'intérêt de ce matériel, donc comme vous le voyez, c'est qu'il est extrêmement neutre. On a juste des jetons avec une couleur, et ça permet, selon l'histoire, de savoir, de représenter une ressource. On a des petits points de vie comme ceci, qui seront associés à chacun des personnages. Et on a des boucliers différents selon le type d'épreuve que l'on a à rencontrer. Donc on en a avec des têtes de mort, on en a avec un symbole temps, il y en a avec un symbole cœur, et il y en a qui sont neutres. Il y en a avec un symbole bouclier qui lui n'a pas de sens tout seul, il faut vraiment que ce soit précisé dans la mission que vous êtes en train de faire. Ensuite on a des dés. Donc sur ces dés, il y a une tête de mort qui est présente 2 fois. Il y a une petite étoile qui représente une réussite qui est présente 2 fois. Il y a un double étoile qui est présente 1 fois. Et il y a 2 faces, et il y a une face blanche. Pareil, a priori, il faut faire des réussites, donc faire 1 ou 2 étoiles, mais selon vos personnages, selon l'épreuve, etc., parfois c'est très néfaste, par exemple, de faire une face blanche. Parfois c'est très néfaste de faire une tête de mort, parfois ça n'a aucune importance. Donc vraiment, il faut se rendre compte que ce matériel est très abstrait, et à expliquer comme ça parle pas beaucoup. C'est pour ça que je vais très vite passer à l'exemple de la partie, parce que vous allez à ce moment-là comprendre à quoi ça sert. Hop, du coup on est parti. Alors on arrive d'abord sur la base qui va débuter chacune de nos aventures, et donc un joueur va lire la première carte de la base, et après on lira les cartes à tour de rôle. Une voix douce et apaisante emplit le lieu, couvrant immédiatement les petits bruits métalliques que vous perceviez à votre arrivée dans la pièce. Vous avez 42 secondes de retard, tâchez de respecter le programme à l'avenir. Bienvenue agent, je suis Laura. Le consortium vous a jugé apte à assumer votre premier transfert, félicitations. Les caisses de transfert sont prêtes. Les caissons de transfert sont prêts. Avant de prendre place à l'intérieur, rejoignez Bob, votre maître instructeur, et veuillez suivre ses directives. Lisez maintenant à tour de rôle une à une et à voix haute les cartes B à G dans l'ordre. Votre petit groupe avance dans la salle. À chaque pas, 2 sentiments se mêlent. La fébrilité face à cette technologie dont vous entendez parler depuis les premiers jours de votre formation, et l'impatience. L'impatience de découvrir d'autres lieux que cette sempiternelle base. L'impatience de voyager à travers les âges et les galaxies. Hé les gars, c'est pas qu'on est pressé, mais presque, vous lance Bob en guise d'accueil. Votre mission, normalement réservée à des agents de classification jaune, émane du consortium, et votre performance fera office d'examen de fin de cycle. Votre note aura donc un impact sur la suite de votre carrière. Votre mission est d'empêcher la création d'une faille temporelle. Un conseil, réduisez le nombre de passages au strict minimum. Chaque nouveau transfert coûte une blinde et minimise votre réussite. Quand tous ces clampins auront fini de jouer avec le temps, ça nous fera des vacances. Allez hop, dans vos caissons, Laura s'occupe du reste. De mon côté, j'ai d'autres chats à fouetter. Pauvre chat. En arrivant devant les caissons, la voix de Laura se fait plus sourde. Agent, prenez place. Lorsque vous serez tous prêts à partir, vous devrez utiliser la timeline pour gérer votre temps dans votre zone de transfert. Vous connaissez tout cela, mais sachez que si vous n'avez plus de temps, vous revenez ici pour procéder à un nouveau transfert. Au même endroit, au même moment. C'est le principe même du time log transfert. Vous pénétrez dans vos caissons qui s'illuminent et laissent échapper une multitude de sons aigus. La voix de Laura prend malgré tout le dessus. Vous allez être transféré en 1921, dans ce que les habitants d'alors appellent un asile psychiatrique. Nous n'avons que peu d'informations fiables sur ce qui se déroule là-bas, mais nous sommes en mesure de confirmer la naissance possible d'une faille temporelle. Votre mission est d'empêcher sa création. Caractéristiques. Lors de cette mission, vos réceptacles auront les caractéristiques suivantes. En vert avec un bilboquet, adresse ou agilité. En jaune, avec 2 petites bulles,
Bagou, donc ce sera la tchatch quoi. En rouge avec un grand box, force, combat. Comme de coutume, tous les réceptacles ne sont pas égaux face à l'adversité et malheureusement ceux que vous trouverez à l'asile de Beauregard sont un peu mal en point, raison pour laquelle ils sont internés. Vous devrez donc vous accommoder de leur tard au mieux. Avant votre transfert, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Alors, placez les cartes éléments à leur place. On va dire les cartes plan face visible. C'est celles qui sont au haut du paquet. Hop, la place des éléments, c'est ici. Le marqueur de groupe sur la salle de repos. Le plan. Une fois qu'il y aura le plan. Non. Hop, salle de repos, le marqueur de groupe, donc c'est ce petit token. Le marqueur de temps sur 25 UT ou 30 si vous êtes 3. On est 3, donc 30. Et les 5 cartes missions réussies et ratées sur leur emplacement. Face cachée. La voix de Laura se noie peu à peu dans le bruit assourdissant des machines alentours. Votre transfert ne va pas tarder. Attention, ne ratez pas cette information de haute importance. Selon certaines sources à prendre avec prudence, il semblerait qu'une société secrète se cache à l'intérieur du bâtiment. Si les informations d'avoir lieu pour cela, il faudra absolument localiser le et sur place, vous devriez pouvoir trouver de l'aide, mais vos réceptacles, il n'est pas. Transfert. Choisissez chacun un réceptacle, n'oubliez pas de prendre ses points de vie que vous posez sur la carte. Gardez à portée de main la carte de résumé des icônes. Déterminez le Time Captain, il fermera la base et la posera à côté du plateau. Puis il ouvrira la salle de repos et on lira la carte A à voix haute. C'est ainsi que l'aventure commence. Alors, les réceptacles, donc on va vous les lire un par un et vous les poser face caractéristiques visibles au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choix. On va commencer par Eugène Bosquet, qui est atteint d'une fabulation paralysante. Donc Eugène Bosquet a 3 en tchatch, 3 en adresse et 1 en combat. Il a 2 armures et 3 points de vie. Et Eugène pense avoir perdu l'usage de ses jambes. S'il doit se placer ou se déplacer sur une case qui ne contient pas d'agent, il perd du temps. Par contre, quand il est stressé, ce pouvoir se désactive. On a Vasile Lafouine, cocaïnomane, qui commence la partie avec un peu de cocaïne pour se booster un petit peu. On a Ferdinand Meunier, le vétéran de guerre un peu traumatisé, qui est très très fort pour se bagarrer, mais qui fera une crise de panique si quelqu'un risque de mourir devant lui. On fera celle-là plus tard. On a Edith Jolibois, la cannibale. Citation, miam, grrr, miam, slurp, grrr. Et quand elle tue quelqu'un, elle le mange. Ça la soigne. C'est vrai. On a Félix Bonenfant, ça se voit, c'est un bon enfant. Il est parano, donc quand il est en situation de stress, il monte en paranoïa, et quand il est trop parano, bah, il attaque ses alliés. On a Marie Berthollet, la nymphomane. Quand elle discute avec des gens, elle peut mieux réussir en les draguant. Montrer ses seins. On a Madeleine Dutilleul, l'enfant flippant. Regardez-la, elle est flippante. Elle fait des crises d'angoisse et elle ne supporte pas la solitude. Quand elle est seule, elle est moins efficace sur tous ses jets. Par contre, si elle est avec tous les alliés, elle est plus efficace sur tous ses jets. Et enfin, on a Mademoiselle Doom, la seule, l'unique, la meilleure. Sa citation, « Vous crèverez tous avant moi !» Elle a aucune maladie mentale, contrairement aux autres, c'est juste qu'elle est vraiment très chiante et du coup sa famille l'a mise ici pour arrêter de la supporter. Elle est très résistante, mais une fois qu'elle est touchée, elle est morte, quoi. Donc là, on va tous choisir un personnage. Si on était 2, on en choisirait 2 chacun. Vu qu'on est 3, on en choisit un chacun. Et si on était 4, on en choisirait aussi un chacun. Il faut savoir qu'entre chaque run, on aura, comme vous le savez déjà, le droit de changer. Donc il faut vraiment tenir compte du fait qu'au début, on n'a pas besoin d'être très spécialisé. Il vaut mieux savoir un peu faire de tout. Et après, en fonction de ce qu'on aura découvert et de ce qu'on saura qu'on a besoin de faire, bah, il faudra être plus spécialisé. Bon alors, moi je vais prendre la vieille. Je te la donne. Vous avez quoi du coup un peu comme capa? Qu'est-ce qui nous manque? Toi, la tu sais mienne, tout faire? Polyvalent. La mienne est vieille.
Oui, merci. J'ai 2 partout. Elle a pas de talent, elle est juste vieille. Non, elle est chiante. mais les chiffres en haut, elle est à peu près homogène, elle est quoi? Elle sait rien faire, très bien. Elle est vraiment nulle. Je vais prendre le complémentaire, je vais prendre la tchatch. Et la jolie poitrine. Du coup, tu vas être le premier time captain, tu ranges la base? Tout ça pour me faire ranger. Oui. Surtout pour te faire sortir le lieu 1 qui est sur tes genoux. Le lieu 1 n'est pas sur mes genoux. Quasiment. Ah oui, et du coup, on a le rappel des icônes qui est là. Donc qui reste pas loin pour nous rappeler à quoi correspondent les choses. Puisque, comme vous le savez, le jeu est très très générique. Donc les jetons auront, selon les parties, pas le même rôle. Ici, les jetons, il y en a 2 types a priori. Il y a les cartouches en marron, donc ce sera des cartouches d'armes à feu. Et on a les doses de cocaïne, donc qui sont représentées par les jetons bleus. Ça, ce sera moi. Ça, ce sera moi. On n'a pas tous pris nos points de vie. Non, je veux des PV. Tu veux J'ai combien de... un PV. Merci. De rien. Du coup, on arrive dans le premier lieu et le time captain lit son ouverture. Vous voici dans la salle de repos de l'asile. C'est la fin d'après-midi, la salle est calme. Un gramophone emplit le lieu d'une douce musique. Le soleil rasant éclaire le tout d'une lumière ambrée. Une infirmière responsable de la salle se tient près de la porte. Derrière elle, un homme est très concentré sur son échiquier. Au fond, profitant de la lumière des grandes fenêtres, une jeune femme peint frénétiquement. Elle vous jette des regards furtifs et hallucinés. Assis dans un coin de la pièce, un homme vous fait un léger signe de la main. Il n'y a pas de description pour la dernière carte. Donc celle-là, elle reste face visible et maintenant, on va tous décider de où est-ce qu'on veut aller. Moi, je vais faire chier l'infirmière. Et moi, je vais aller là. Donc là, chacun va prendre la carte, va la lire et faire un résumé aux autres. Comme c'est en partie spoilant, je vous mets le timecode si vous voulez pas assister à cette partie-là où on va dire ce qu'il y a sur nos cartes. Et pour les autres, c'est parti. Je commence. Du coup, on vous conseille très très fort de prendre des notes, c'est utile. Donc nous, on a notre noteur qui va prendre en note ce qui va être dit. Alors, je me retrouve face à une infirmière qui a l'air visiblement exaspérée et qui n'a pas envie de me reparler pour la énième fois pour répondre à quel programme de la journée. Comme toujours, pour l'instant, on est dans la salle de repos. Bientôt, on pourra faire une promenade et ensuite direction le dortoir. Et si on a besoin d'elle, on la retrouvera à l'infirmerie. Son nom, c'est Joséphine. Moi, il y a une photo du monsieur, enfin on voit la photo du monsieur qui est là en plus gros. Il y a un piano qui est ouvert et dessus il y a un journal et on me dit de prendre l'élément 22. Du coup, je vais prendre l'élément 22. L'élément 22 qui est ça, qui est une manchette de journal. Donc c'est le journal Le Siècle. On parle du procès Humbert. Cour d'assises de la Seine. Première audience. Les préliminaires d'une cause sensationnelle. Composition de la salle d'audience, entrée, etc. Et ensuite, donc ça c'est le premier titre, et le deuxième titre c'est Les aliénés de Beauregard. Cela fait maintenant plus d'une semaine que 5 aliénés internés à l'asile de Beauregard sont portés disparus, donc c'est là où on est. Selon la police, les recherches sont en cours et la piste d'une évasion est probable. Il faut savoir que les éléments comme ça, on les garde jusqu'à ce qu'on ait fini la run, donc qu'on soit arrivé à 0. Et selon les cas, on les remet ou pas, c'est toujours dit dans le mission ratée adéquat. Quant à moi, je suis allé voir une jeune femme qui était en train de peindre. Du coup, elle ne m'a pas parlé, mais j'ai pu voir ce qu'elle était en train de peindre. Donc c'était une image de Manticore, donc une créature mythologique à 4 pattes avec des ailes et une tête humaine et une queue de scorpion. Un truc assez dégueulasse. Il y a également écrit Sud-Est, puissance horaire. Il y a une étoile de dessinée. Il y a une ligne où il y a écrit 4 plus et 1 moins. Et il y a divers symboles mathématiques et chimiques et symboles chimiques tout autour du dessin. Ok, alors là on a deux possibilités. Soit
utilise une unité temporelle pour se déplacer dans les lieux où on n'a pas encore été. Soit on décide d'aller dans les autres lieux qui nous sont accessibles, qui sont marqués sur le plan ici, auquel cas il faudrait lancer ce dé pour savoir combien ça nous coûte. On déplacerait le pion et on ouvrirait le nouveau lieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Autant explorer les 2 derniers lieux. Je suis assez d'accord. Non. Oui. Je vais faire chier le mec qui joue aux échecs. Tu restes là? Moi aussi. Bon bah je vais au dernier endroit alors. Du coup les 2 autres vont avoir accès tous les 2 à la carte et pouvoir la lire, et moi pas, il faudra qu'ils me fassent un résumé. Le principe c'est que nos réceptacles sont télépathes, donc on n'entend pas ce qu'ils entendent, mais on se fait des retranscriptions. Moi j'ai un personnage en face de moi qui a un masque un peu style... Médecin de la peste. Médecin de la peste, on le voit ici, donc c'est pas du spoil pour le coup. Et il me dit qu'il est pas fou, qu'il sait qui on est et qu'il a réussi à voler un truc. Et qui nous le donne du coup, donc je dois prendre l'élément 24. Hop, hop. Et l'élément 24 c'est une clé. Clé d'assez bonne facture, reçue d'un patient dans la salle de repos. On sait pas encore à quoi elle sert, mais on sait que c'est l'élément 24. Voilà. Et je remets ma carte. Nous, c'est un homme, pareil, visiblement fou, qui, enfin, atteint d'une maladie mentale, qui a des entonnoirs de cuivre, d'instruments de cuivre sur les oreilles, qui nous dit qu'ils ont pris tous les fous et que la seule manière de sauver les fous, c'est de prendre les larmes de la manticore. Donc 2e itération de manticore dans ce lieu. Voilà, donc on en a fait le tour. On va se déplacer, on va juste vous montrer le rôle, on va pas ouvrir le nouveau lieu, on va vous dire où on va aller parce que ça n'a pas vraiment d'importance, enfin on sait pas spécialement où aller à partir de ça. On va vous montrer le rôle, mais on va pas vous montrer le nouveau lieu. Et on vous retrouve pour vous montrer une épreuve, pour vous montrer comment ça se passe, les épreuves que je vous ai expliquées avec les petits boucliers là, dès qu'on en croise une. Donc on a rangé le lieu. On choisit un nouveau lieu, on a choisi l'infirmerie. Ça nous coûte 3 unités temporelles. 1, 2, 3. Et on va ouvrir l'infirmerie. Et se placer sur les lieux. Non, mais hop. Du coup, on vous retrouve comme promis pour une épreuve. Alors, on a tout enlevé ce qu'il y a autour, etc. pour pas que vous soyez spoil de où c'est, quand c'est, comment c'est, pourquoi c'est. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un cadenas, donc la personne ne peut pas partir, et qu'il y a marqué 4 boucliers avec le symbole de la tchatch, ou du bagou en l'occurrence. Du coup, on va mettre 4 boucliers ici, 4 boucliers neutres. Et il va falloir que le personnage qui est là, donc il se trouve que c'est Loran avec notre amie Edith, réussissent en une ou plusieurs unités temporelles à battre 4. Tant qu'il n'a pas enlevé tous les boucliers, il n'a pas le droit de partir. Nous, on a le droit de le rejoindre par contre. J'ai pas le droit de partir parce qu'il y a un cadenas rouge. On va placer le timer ici pour faire l'exemple. Donc là, si je choisis de l'affronter, de toute manière, j'ai pas trop le choix. Je lance les dés, donc on va avancer de 1 le timer. Une réussite, on enlève un bouclier. On va dire qu'on va se déplacer pour venir l'aider. Donc pendant qu'il relance les dés, nous on avait fait notre truc. Pendant que j'ai attaqué, ils se sont déplacés sur ma case. Donc maintenant, second tour de jeu, du combat, je rattaque. Je lui fais à nouveau un point de dégâts. Et mes compagnons attaquent aussi. Moi je fais rien. 0. Et moi je finis. Et 2. L'épreuve est finie et on peut passer à la suite. Donc, soit sur la carte il y a écrit ce qu'il se passe quand une épreuve est réussie, que ce soit un combat ou tout autre type d'épreuve, un crochetage, un défonçage de porte, n'importe. Soit il n'y a juste pas d'effet et on peut continuer les activités normales. C'est ça, ça nous permet de partir. Donc celle-là était vraiment pas très intéressante parce qu'elle nous bloquait juste. Mais des fois ça nous permet d'obtenir des résultats. Voilà, c'est tout pour ce jeu. Donc je vous retrouve pour un petit débriefing loin de la table de jeu. Mon avis sur le jeu, c'est un excellent jeu. Vraiment, on a vraiment beaucoup accroché. Dans les difficultés, moi je trouve que c'est vraiment bien d'avoir le même groupe du début à la fin parce que c'est un peu dommage si on n'a pas toute l'histoire, etc. Donc on a vraiment envie de garder le même groupe, donc ça c'est un peu un inconvénient parce que du coup il faut trouver un groupe qui va pouvoir se réunir régulièrement puisque comme vous l'avez vu il y a beaucoup d'extensions quand même. Par contre ce que je dirais c'est par rapport au nombre de joueurs. Quand vous êtes 2,
chaque joueur joue 2 réceptacles. Quand vous êtes 3, vous avez un peu plus de temps en général, mais vous avez moins de réceptacles, donc vous pouvez visiter moins de lieux en même temps. Et quand vous êtes 4, je pense que c'est la version la plus facile pour moi, puisque du coup vous êtes 4 vraiment, et vous avez du coup vous avez plus de lieux, plus de gens pour réfléchir, etc. Pour moi, l'idéal c'est 3 pour le niveau de difficulté. En tout cas, nous c'est ce qu'on a fait, et vraiment on en est content. C'est plus dur qu'à 4, je pense, vraiment. Il y a quelques aventures où c'est pas le cas cependant, mais souvent il y a souvent plus de 3 cartes par lieu, et du coup c'est vraiment intéressant d'être plus de 3 en général. Il y a quelques cas où c'est intéressant d'être 3 parce qu'on a un bonus qui n'est pas du temps mais qui a un autre personnage. Par exemple, il y a un épisode où on a un chien pour nous accompagner, et ça c'est vachement cool parce que ça ajoute un gameplay un petit peu différent. Personnellement, je le recommande à 3. Je le recommande pas à 2 parce que je pense que c'est plus sympa, enfin plus on est fou plus on rit. Mais je le conseille pas à 4 non plus parce que je pense qu'il est vraiment plus facile. Et du coup je pense que c'est un petit peu moins intéressant. Mais ça reste mon avis, et si vous y avez joué à 4, je serais très intéressée d'avoir votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt pour du nouveau contenu. Des bisous!